Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto sur PineScript. On va poursuivre le script précédent. On a plusieurs choses à voir, on va essayer de détailler tout ça. Avant de commencer, j'aimerais préciser, j'ai rajouté le script de la vidéo précédente en description via une petite URL pour récupérer un long texte. On me l'a signalé sur Twitter et en commentaire. C'est vrai que j'aurais pu rajouter les scripts directement, du coup je vais le faire à chaque vidéo. Ce sera plus simple pour vous, soit pour récupérer directement le script pour aller plus vite, soit vous avez quelques petits soucis et peut-être une erreur que vous n'avez pas vue et du coup avec le script vous pouvez récupérer ça facilement. Un petit rappel sur la vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur la chaîne, on a pu voir du coup la base de la stratégie, comment on part de zéro. On a vu aussi quelques champs input, voir comment ça fonctionne et surtout c'était la plus grosse partie, c'était l'ouverture des positions de long et de short et aussi positionner leur take profit et leur stop loss. Ici dans cette vidéo on va voir un peu plus de choses, déjà on va aller récupérer les take profit et les stop loss sous forme de champs input, c'est ce qu'on avait vu. Ça va permettre de voir aussi différents types de variables pour ceux qui ne les connaissent pas. Et je pense que le plus gros de la vidéo sera comment intégrer un indicateur à notre stratégie. C'est pas si compliqué que ça, mais il y a quand même quelques petits trucs à savoir pour pouvoir s'y retrouver facilement. Si vous avez besoin du script, il est en description de la première vidéo. Je le rajouterai aussi d'ailleurs sous cette vidéo là, on mettra les deux scripts, celui en début et en fin de vidéo, ce sera plus pratique. On n'aura pas besoin à chaque fois de changer de vidéo. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à attaquer. C'est parti. Donc nous voilà sur TradingView. On retrouve notre stratégie, notre petit code en dessous là que j'ai recopié. Donc la première chose qu'on va faire c'est, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on a nos take profit et nos stop loss en dur. Quand on dit en dur, c'est écrit directement dans le code. On ne peut pas du tout les modifier. Il faudrait modifier le code à chaque fois, le sauvegarder, le rajouter au graphique, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est comme je vous l'avais dit, on va aller récupérer des champs input. Donc on peut copier ce qu'on a déjà, parce qu'au final la structure est quasiment la même. On se met dans notre catégorie take profit stop loss. On va le copier deux fois. J'en ai mis 4 parce qu'à chaque fois on aura un take profit et un stop loss pour le long et pour le short. Alors là il y a une petite chose à savoir qui fonctionne dans beaucoup d'éditeurs de texte. Si vous utilisez la touche Alt, vous pouvez sélectionner le texte verticalement et non horizontalement comme on a l'habitude de le faire. Ce qui veut dire que par exemple ici on a notre input qui est de type int, qui est un entier comme je vous l'avais expliqué. Nous on va utiliser un float. Float c'est-à-dire que c'est un nombre à virgule. Je voudrais le changer partout en même temps. Je reste appuyé sur ma touche Alt, je sélectionne verticalement mon texte et je peux écrire sur plusieurs lignes en même temps. Et ça marche pour pas mal d'éditeurs de texte. Si vous utilisez Notepad++, des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser. On va renommer rapidement les variables aussi. Je rajoute un petit perk derrière pour dire que c'est le pourcentage, pour pas me mélanger dans mes variables. On se fait à chaque fois un take profit pour le long, un take profit pour le short et un stop loss pour les deux. On va renommer aussi notre titre pour que ce soit plus simple de s'y retrouver. Voilà. Ensuite, on va modifier nos valeurs par défaut. Et ici, on va remettre nos 0,20, 0,10% qu'on avait avant. Donc pour un take profit, je mets 0,2 et pour un stop loss, 0,1. Pareil pour les shorts. Voilà. On va bien sûr changer la valeur minimale et maximale parce que là, ce ne sont plus des valeurs qui correspondent à un pourcentage, c'est pas très pertinent. Et maintenant, il nous reste à construire nos anciennes variables avec cette fois les valeurs qu'on récupère. Donc ici, ça ne va plus être cette valeur en dur, ça va être 1 plus notre pourcentage qu'on a renseigné. Donc on récupère notre pourcentage, on n'oublie pas de le diviser par 100. C'est ce qui permettra de pouvoir faire la multiplication directement avec le chiffreur. Pour le stop loss, c'est l'inverse, cette fois on fait une soustraction. On récupère notre stop loss qu'on divise par 100 aussi, et on fait la même chose pour le short. Cette fois le short, le take profit sera en négatif. Et le stop loss du coup sera en positif. Donc, quand j'ai dit positif, négatif, c'est surtout supérieur à 100 ou inférieur à 100. Est-ce qu'on va augmenter notre valeur ou la diminuer? Donc normalement, si on sauvegarde notre script, tout va se mettre à jour et la stratégie ne devrait pas bouger. Par exemple, si on ouvre le testeur de stratégie, on a à peu près 16%, 200 transactions. Je sauvegarde mon script, je retourne sur mon testeur de stratégie et bien sûr, ça a changé ici. On remet 100 €. Voilà. Et bon, là, il a ouvert un dernier truc. On est toujours autour des 16%, toujours 204 transactions, donc voilà, ça n'a pas bougé. Alors par contre, oui, je viens de remarquer, on est en 30 minutes, nous on travaillait en 1 minute avant. Donc on va se remettre en 1 minute. Bon là, du coup, on est en négatif, c'est pas très grave, on veut juste voir comment fonctionne PineScript.
Ah, l'important c'est qu'on ait réussi à récupérer nos take profit et nos stop loss. Forcément avec quelques indicateurs on va pas avoir un truc fou. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir, on avait des champs input de type int, des champs input de type float, et il y en a beaucoup comme ça. Si vous faites simplement input, point, et ensuite vous faites CTRL espace pour avoir l'autocomplétion, vous avez un peu tous les types de champs. Un bool, c'est un booléen, c'est une valeur vraie ou fausse. Ici, vous avez par exemple une couleur, etc. Et il y en a vraiment plein qui s'affichent à la suite. Là, maintenant, on va s'attaquer au gros du sujet. On va aller rajouter un indicateur qui n'est pas disponible nativement sous PineScript. Par exemple, là, si je veux un RSI, je peux me faire un petit ta.rsi. J'aurai la fonction. C'était pareil pour le MA, c'est pareil pour le MACD, etc., etc. Là, je vais vous montrer comment on peut récupérer un indicateur qu'on ne retrouve pas dans cette librairie TA. Ici, pour notre indicateur, on va essayer de récupérer les bandes de Bollinger. Alors, si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer très rapidement. On va ajouter l'indicateur des bandes de Bollinger. Hop. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? La largeur de la bande, c'est la volatilité. Par exemple, quand il n'y a pas beaucoup d'action, les bandes sont plutôt fines. Et dès que ça commence à grandir, les bandes s'écartent, tout simplement. Tout ça, c'est construit avec des moyennes mobiles. On ne va pas forcément rentrer dans les détails. Et on dit que 95% des valeurs se retrouvent dans les bandes. Ce qui veut dire que dès qu'on a tendance à sortir des bandes, on est censé y retourner rapidement. Bien sûr, c'est pas tout le temps le cas, sinon ça serait trop facile. Là, actuellement, on voit que le Bitcoin est un peu en train de s'effondrer, il est en train de sortir de la bande. Logiquement, il devrait y avoir un petit retour où il va remonter. Alors ça, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est comme ça que fonctionnent les bandes de Bollinger. Nous, notre but, ça va être de récupérer ces bandes et de les intégrer à notre stratégie. On va se refaire un petit paragraphe, comme ça on s'y perd pas. On va simplement mettre BB comme bande de Bollinger. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder notre script. Je vais me le garder de côté au cas où, même s'il est sauvegardé, parce qu'en fait, on va aller charger le code d'un autre indicateur. Donc là, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez rajouter votre indicateur bande de Bollinger, et on va cliquer sur les petits crochets qui va permettre d'ouvrir le code source. Ici, on se retrouve avec tout le code pour fabriquer ces deux bandes. On va le copier, alors on ne prend pas la balise indicateur, parce qu'on n'en a pas besoin, et on remarque qu'il est en version 5. Ça, c'est parfait, c'est la même version que notre stratégie, on ne va pas avoir besoin d'adapter certaines choses. Ensuite, on réouvre notre stratégie et on copie tout le code au milieu. Maintenant, on va avoir besoin d'analyser un petit peu comment est construit cet indicateur pour pouvoir nous y retrouver. Les premières choses à voir, c'est tous les champs input, on va les mettre d'un côté. Ensuite, on a une partie qu'on le voit ici où on construit les fonctions, donc on va les laisser. On va récupérer ce petit champ input qui était décalé, on va le mettre avec l'autre. Et enfin, on a des fonctions plot. Je vous le rappelle, les fonctions plot, c'est l'affichage. Il y a aussi ici une fonction fill qui veut simplement dire remplir en anglais. Et on le voit, c'est que si on zoome un petit peu sur notre bande de Bollinger, ici, on a un petit fond coloré. Alors là, on ne le voit pas trop, mais si par exemple je viens modifier ici l'arrière-plan, je le mets en blanc, ici on le voit un peu plus. Je le rends un peu moins opaque, il est là. Donc à partir de là, on peut essayer de s'y retrouver. Bon, en plus là, c'est pas très compliqué parce que les noms parlent d'eux-mêmes, mais des fois on est sur des noms qui ne veulent absolument rien dire. Donc ici, on se rend compte qu'on affiche 4 choses. On a le basis, alors peut-être qu'on va se dire, allez, celui-là, je sais pas trop ce que c'est, donc on va passer à la suite. Donc là, on a un upper, on suppose que c'est la barre en haut. On a un lower, on suppose que c'est la barre en bas. Et enfin, on a le fill qui est pour remplir le background. Donc nous, ça déjà, on va l'enlever, on n'en a pas besoin. On en déduit que ce basis, c'est la 4e valeur qui est affichée, en l'occurrence la moyenne mobile qui est au milieu, ici en orange. Donc on va garder nos 3 barres et on va aussi les ajouter à notre stratégie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que si on rajoutait beaucoup d'indicateurs, on risquerait d'avoir des noms de variables identiques. Donc on va tout de suite aller renommer nos variables, comme ça on aura des noms uniques. Ici par exemple, on va rappeler ça bb underscore, et on va mettre ça devant toutes nos variables. Comme ça on sait que ça concerne uniquement la partie des bandes de Bollinger. On met ça aussi devant la source, on met ça devant le multiple, l'offset, et là on vérifie tous les endroits où on appelait ces variables-là, donc basis je vais le renommer aussi. On utilisait la source et la longueur qui ont changé de nom, donc je les renomme. La déviation pareil, le multiplicateur aussi, on renomme nos variables un peu de partout. Voilà, et pareil dans les fonctions d'affichage. Alors ici le offset c'est un mot-clé, on renomme uniquement la variable qui est utilisée derrière. L'offset on n'y touche pas. On sauvegarde et on voit que sur notre petit graphe, on a récupéré nos bandes de Bollinger. Là on confond un petit peu les couleurs, donc là on va en faire un petit exercice, on va aller rajouter un champ input de type couleur pour aller récupérer des couleurs pour nos bandes de Bollinger. Donc toujours dans notre catégorie de bébé, on va aller récupérer 2 champs input. On va l'appeler color up et color down, comme ça on aura notre ligne en haut et notre ligne en bas. Il s'agit d'un champ input de type color. Et il n'y a pas une lettre qui passe, il n'y a pas un mot sans une faute de frappe. C'est incroyable. À partir de là, on va rajouter un petit titre. On va le copier ici par exemple. Hop, hop, hop.
On n'oublie pas ici la petite virgule. On va appeler ça bb-color 1, color 2. On n'oublie pas non plus la virgule ici. On va se mettre une valeur par défaut. Par exemple, bleu on l'a déjà utilisé, donc on va mettre par exemple jaune. On n'a pas besoin des guillemets. Voilà, on supprime les valeurs minimales qui n'ont absolument rien à faire dans une couleur. Et voilà, on sauvegarde pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur et on voit qu'il a bien pris en compte nos deux nouveaux champs input. Si jamais on ouvre notre stratégie, on devrait retrouver en paramètre d'entrée nos couleurs qui sont ici jaunes. Bien sûr, pour l'instant on ne les utilise pas, on les a juste créées en champ input. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement récupérer ces deux couleurs, on va aller les mettre en tant que couleurs. Donc par exemple pour la bande haute, on met notre variable up, et pour la bande basse, on met notre variable down, tout simplement. Et là, si je sauvegarde, je vais mettre à jour les petites bandes. Et si j'ouvre un peu mon indicateur, si je modifiais ma stratégie et que je disais non, pour la bande du haut, je veux pas du jaune, je veux un truc plus clair, il va le modifier. Si je veux du violet, il va le modifier, etc., etc. Donc là, on a appris à rajouter un indicateur. Ils sont pas toujours aussi simples, des fois il y a beaucoup de texte, il faut prendre son temps, trouver qu'est-ce qu'on affiche, quelle variable on affiche, et du coup on remonte comment on a construit cette variable, etc. Et on peut du coup utiliser cette variable dans notre propre stratégie. Voilà, maintenant on va voir par exemple comment interagir avec ces données, comment les utiliser. On pourrait se dire par exemple, je ne veux pas ouvrir de transactions quand il n'y a pas beaucoup de volatilité, parce qu'en général c'est assez plat, et vu que nos stop loss sont plus petits que nos take profit, on a plutôt tendance à aller taper les stop loss. Donc nous ce qu'on va faire, voilà, on n'est pas trader, on ne connaît pas les valeurs de base de la bande de Bollinger, on va simplement dézoomer, on va chercher un endroit où c'est assez fin, par exemple ici, là ça m'a l'air petit par rapport à toute la barre, on zoome un petit peu dessus, on agrandit, et on va aller voir vite fait comment c'est construit. On voit qu'on a notre bande de basis, notre bande de base qui est le MA au milieu, enfin la SMA pardon, et on voit que la bande du haut et la bande du bas sont faites en ajoutant et en enlevant une déviation, donc on suppose que c'est cette déviation là qui nous intéresse. Hop. On voit qu'à peu près à 0,17%, il n'y a pas beaucoup de volatilité, on va arrondir ça à 0,20. Et donc notre objectif, ça va être de se dire, si la déviation est inférieure à 0,20% de cette ligne de base, alors on ne veut pas ouvrir de position, ça voudrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc on va aller voir notre code, et on va simplement dire que, alors on va créer cette condition, on va l'appeler par exemple bb not ok, et ça va être égal à, si notre déviation est inférieure à 0,20% de notre ligne de base, alors je ne veux pas ouvrir de position. Donc ici, ça va être notre condition. Et on a simplement à aller la rajouter un peu plus bas, là où on ouvrait nos positions, sauf que cette fois, c'est une condition qu'on ne veut pas. Si je mettais end la condition, il n'aimerait pas, parce que là, ça voudrait dire qu'on veut une bonne position de nos EMA, comme on avait fait la fois précédente, et on voudrait qu'on ait des bandes très proches, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc soit il faudrait se dire, je veux pas 0,20%, mais je veux 99,80, etc. Ou soit, simplement, vous allez en bas, et vous mettez le mot-clé not. Ce qui veut dire que vous voulez cette condition, et vous ne voulez pas que cette condition se réalise. Et du coup, ça fait ce qu'on a demandé. Si je le mets aussi ici, on a nos conditions qui sont rajoutées. Donc on va aller tester ça, on va aller chercher un endroit où c'est assez faible, par exemple ici. On va zoomer un petit peu, et on va regarder. Par exemple, ces trades-là, ils se sont ouverts avec quelle volatilité? Si je me mets à peu près ici, et que je vais jusqu'en haut, on voit qu'on est à peu près à 0,43. Donc ça veut dire que si jamais on vient modifier cette petite valeur qu'on avait mise, qu'on ne met pas 0,20%, mais on met 0,40, que je sauvegarde, je devrais toujours avoir ce trade. Effectivement, je l'ai toujours. Cette fois, si je l'augmente à 0,50 et que je sauvegarde, il ne devrait pas ouvrir ce trade-là. Effectivement, il ne l'a pas pris, alors que celui-ci, il l'a pris, parce que si on se place ici, la volatilité est supérieure à 0,50. Donc on voit que notre condition fonctionne bien. Donc on va aller remettre 0,20%, sinon on va supprimer trop de transactions. Donc voilà, je pense qu'on va pas aller plus loin dans la vidéo, on a vu quand même beaucoup de choses. On a vu le plus gros qui était d'intégrer un indicateur complet, qu'on n'avait pas forcément fait nous. On a essayé de comprendre un peu comment fonctionnait cet indicateur,
de séparer les champs input, séparer les champs de fonction, de calcul, etc. Les champs d'affichage pour permettre de s'y retrouver, comprendre comment il est construit, comment du coup l'utiliser derrière. On a pu voir aussi différents types de champs input, on a vu comment on faisait des couleurs, comment on a fait des entiers, ça on l'avait déjà vu, les floats, etc. Et du coup on en a profité pour faire nos petits pourcentages, comme ça on pouvait modifier ça directement depuis la stratégie. Donc pour la prochaine vidéo, j'essaierai de vous trouver de nouvelles petites choses à vous montrer, on va essayer d'apprendre d'autres choses. Si jamais vous avez essayé de faire un script de votre côté, que vous avez un bug ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi me l'envoyer, me le partager soit en commentaire, soit sous Twitter, etc. Et on pourrait voir ensemble les petites erreurs qui peuvent arriver. On pourrait très bien faire une vidéo où on essaye de corriger les scripts des abonnés, etc. Ça pourrait être intéressant. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage dans cette période un peu foireuse là sur la crypto où tout s'écroule. On a une situation économique très compliquée, donc c'est pas facile. Bon courage à vous, soyez prudents. Allez, ciao. Way back a year ago,